Maintenant, on va voir ce qu'on attend de vous, ce qu'attendent vos prescripteurs, mais aussi votre environnement institutionnel. On l'a vu, commissaire de justice, il y a de multiples activités, et qui dit multiples activités dit forcément multiplicité de donneurs d'ordre, multiplicité de clients, multiplicité de champs d'activité. Dans ces conditions, finalement, comment répondre efficacement à toutes ces demandes, faire cohabiter des injonctions qui peuvent paraître parfois contradictoires? Comment mettre en commun tous ces traits communs de cette profession? Pour en parler, j'appelle donc sur scène Morgane Boucher, Morgane, administratrice de l'Association française des juristes d'entreprise. Merci à vous de me rejoindre. Christophe Bouveau, président de l'Association nationale des juges des contentieux de la protection. Merci à vous. Pascal Labru, président d'Introm. Simon Lambert, membre du Conseil national des barreaux. Soumia Malinbaum, vice-président de la CCI de Paris. Et Olivier Urrutia, délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé. Merci à tous de me rejoindre. Je vous en prie, prenez place. On va commencer ensemble, dès que vous serez bien installés, l'esprit vif et le corps alerte. Vous battez pas, choisissez votre place, il y a de la place pour tout le monde. Je vais commencer avec vous, Simon Lambert. Simon, je me tourne vers vous pour ouvrir cette table ronde. Vous êtes avocat élu au Conseil national des barreaux. Les avocats sont des prescripteurs extrêmement importants pour les commissaires de justice, notamment en amont et en aval des procédures. Votre profession fait aussi face à de profondes transformations. Comment vous voyez-vous avec les commissaires de justice dans ce contexte ? Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis très impressionné déjà par le nombre de participants à votre congrès. Compte tenu du nombre de professionnels, j'ai cru comprendre qu'en inscrit, il y avait quasiment un tiers de la profession qui était là. L'avocat que je suis, un petit peu responsable quand même des affaires de sa profession, est tout à fait impressionné par cette participation et je vous félicite pour votre mobilisation. Vous allez dire, c'est un peu Georges Marchais, c'est pas la question, oui, mais c'est ma réponse. Non. Qu'est-ce qu'on attend de vous et les avocats sont-ils des prescripteurs? Moi, j'ai toujours vu la relation avocat-huissier / commissaire de justice, j'ai encore du mal à m'y mettre, pardon, comme une relation de partenaire. Nous sommes, en tout cas les avocats qui font du contentieux évidemment, nous sommes liés par des dossiers des clients et il n'y a pas de lutte entre deux professions, il y a un véritable partenariat qui doit s'établir dans l'intelligence et dans la communication entre nos deux métiers. Enfin moi c'est toujours comme ça que j'ai vu ma relation avec mes huissiers depuis que j'exerce ce métier. Alors, nos métiers, je vais essayer de ne pas être trop long, pardon, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps et qu'on est nombreux à parler, nos métiers sont aujourd'hui challengés par les évolutions législatives qu'on se prend dans la figure à longueur d'année, par les évolutions technologiques qui ne sont pas exactement les mêmes pour nos deux métiers. Nous, dans notre profession, on a vraiment l'intelligence artificielle qui, au niveau de la génération de la pensée juridique, hein, si on peut appeler ça une pensée, en tout cas à tout le moins à minima à ce stade, mais comme ça change tous les jours, mais à ce stade un support de la pensée qui nous challenge avec des clients qui sont aujourd'hui boostés aux stéroïdes de ChatGPT quand ils arrivent dans notre bureau et qui nous expliquent qu'en fait on n'a rien compris à leur dossier parce que ChatGPT leur a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Alors de temps en temps ChatGPT a raison, mais de temps en temps ChatGPT a tort. En tout état de cause, on se retrouve nous aujourd'hui avec des interlocuteurs qui nous challengent grâce ou à cause de l'intelligence artificielle et on essaye de s'y adapter. Vous, les commissaires de justice, vous êtes peut-être challengés par l'intelligence artificielle différemment, dans le sens où ça peut pour vous être un outil de travail dans la numérisation des procédures. Voilà, j'ai complètement oublié votre question, hein, je suis absolument désolé. Bravo, c'est sympa.
Mais j'espère que ma réponse vous intéresse. Vous me coupez parce que je peux continuer pendant un petit moment. Hein? Non. Non, ça vous va? On va avancer peut-être okay. un peu. Bon, sinon, est-ce qu'il y a des demandes des avocats envers les commissaires de justice qui appelleraient à un vrai travail commun pour mieux répondre? Et là, je pense précisément aux frais, à l'efficacité de l'exécution, à l'accès au renseignement, au délai. Oui, le travail commun, notre travail, il doit être commun au quotidien. Alors, qu'est-ce que l'avocat partenaire du commissaire de justice attend? Il attend déjà de l'information régulière, très clairement. Quand il suit l'exécution, hein, parce qu'il y a certains clients pour lesquels on ne suit pas du tout l'exécution, il y a d'autres clients pour lesquels on suit l'exécution. Et on attend une information régulière. On attend une véritable co-construction. Je sais que c'est un mot à la mode que tout le monde aime. En tout cas, une véritable coopération intelligente entre l'intelligence du commissaire de justice, celle de l'avocat, les informations dont les uns et les autres disposent pour permettre à l'exécution de devenir la plus efficace possible dans l'intérêt du client. Qu'est-ce qu'on attend aussi dans le cadre de l'exécution? Parce qu'il n'y a pas que des avocats de créanciers, il y a aussi des avocats de débiteurs. On attend de l'huissier, et je sais que l'infinie majorité de votre profession le fait, mais on attend de l'huissier une relation loyale et transparente avec le débiteur, notamment sur les imputations. Ça, je vous dis, je parle un peu en connaissance de cause. De temps en temps, dans les études, il y a pour un même créancier 3 ou 4 dossiers ouverts. Je sais que le débiteur, quand il vient payer, il ne dit pas forcément sur quel dossier il impute. Bon, il faut lui poser la question. C'est lui qui est maître de son imputation. S'il ne dit rien, c'est les dispositions légales qui s'appliquent. Mieux encore, il y a parfois dans les études, pour différents créanciers, un même débiteur. Même chose, hein. C'est très important parce que derrière, ça nous cause souvent des soucis importants, ce problème d'imputation. Mais qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous ce que je viens de vous dire, on attend de la précision, de la rigueur. Alors, vous savez, je suis premier à dire à tout le monde que vous faites un métier qui n'est pas facile, hein, très sincèrement. On attend beaucoup de vous, et puis souvent, vous êtes quand même payé avec un coup de pied aux fesses. Donc, je sais qu'on a des exigences qui sont pas forcément en relation avec votre tarif. Mais ça, votre tarif, entre guillemets, c'est votre problème. C'est pas le mien, mais on peut peut-être vous donner quelques pistes de réflexion et quelques pistes de moyens d'action pour vous aider. Enfin, qu'est-ce qu'attend la profession en général? C'est qu'on fasse notre métier, et puis que les uns et les autres n'essayent pas de piquer le métier des uns et des autres. Hein, voilà. À bon entendeur. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Simon Lambert. Olivier Urrutia, vous êtes le délégué général de la Fédération du commerce coopératif et associé. C'est un environnement qui est assez mal connu des professions réglementées du droit, notamment des commissaires de justice. Pouvez-vous déjà nous expliquer ce qu'est le commerce coopératif et la philosophie qu'il sous-tend ? Oui, bonjour. Bonjour. Merci à toutes et à tous de votre accueil. C'est quoi le commerce coopératif et associé en France? C'est simple, hein, c'est 32% du commerce français. C'est 209 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, c'est 52 000 points de vente, 41 000 chefs d'entreprise indépendants, 650 000 salariés sur tout le territoire et le maillage territorial le plus abouti en termes de commerce et de services selon une étude du cabinet Xerfi en 2018. Voilà, commerce coopératif et associé, ce sont tout simplement des indépendants qui, dans leur profession, ont décidé de mutualiser leurs achats et leurs moyens, leurs ressources, leurs talents, leurs compétences, leurs énergies pour être plus forts ensemble. C'est donc plus de 30 secteurs d'activité dans le commerce, donc dans le retail et dans les services, et on compte des coopératives et des groupements associés tels que Leclerc, Coopérative U, Les Mousquetaires, Best Western, Optique 2000, Atoll, Chris, Jouet Club, Intersport, Sport 2000, mais même des... je crois 11 000 des 19 000 officines de pharmacie en France, une coopérative de médecins, de laboratoires biologiques, de vétérinaires et également d'huissiers fut un temps, ou de notaires également. Voilà, pour faire court.
Ah, c'était pas mal déjà. Alors, quelle est la perception, on va dire s'il y en a une, puisque c'est bien la question qu'on se pose, des commissaires de justice chez vos adhérents? Est-ce qu'ils y ont fréquemment recours? Et finalement, quels sont les besoins que la profession pourrait satisfaire pour ces entreprises? Je pense notamment au recouvrement. Alors, est-ce que la profession est connue? J'en sais rien, je ne parle pas avec les 41 000 chefs d'entreprise, mais disons que je crois que comme pour tous les Français, la profession est plutôt connue. Alors maintenant, la question, c'est plutôt est-ce qu'elle est bien connue et pas juste connue. Je crois probablement qu'elle est connue dans sa partie la plus superficielle, c'est-à-dire celle qui a trait justement au recouvrement, à la production d'actes ou au constat, c'est-à-dire la partie qu'on considère souvent comme un mal nécessaire, pardon pour l'expression, mais c'est probablement pas justement ce qui est le plus valorisant pour la profession. Et sûrement à tort. Et je crois que c'est ça qui pose une question à la profession, à ses acteurs. C'est les enjeux finalement de compréhension et d'identification de la diversité, de la pluralité des actions, justement des missions, des expertises portées par la profession. C'est-à-dire comment les faire mieux connaître pour que ceux qui en ont besoin sollicitent la profession pour y répondre. Donc, dans notre modèle, évidemment que la partie recouvrement est un sujet, mais finalement, vous voyez, pas forcément de manière majoritaire. De manière variable selon les secteurs d'activité, quand vous êtes sur du B2B, le recouvrement est effectivement, parce que je leur ai posé la question, était effectivement une dimension importante justement dans le recours au commissaire de justice. Mais pas forcément, par exemple, dans l'alimentaire. Dans la grande distribution alimentaire, on va être beaucoup sur des questions, par exemple, de travaux, d'extension, par exemple, ou de modernisation, donc de chantiers livrés. On va être beaucoup sur de la concurrence déloyale. On va être sur des choses de ce type-là. Pour le bricolage, pour le sport, etc., on va être sur du loyer, par exemple, les baux commerciaux. Les baux commerciaux, dans notre profession, nous, on a des foncières et puis on a des locataires. Eh bien, il y a souvent des problématiques liées justement à ce point-là, à ce sujet-là. Donc on voit quand même que notre modèle est extrêmement pluriel et du coup les besoins sont extrêmement divers. Alors puisque vous parlez du côté pluriel de votre modèle, est-ce que le modèle coopératif pourrait être implanté dans la profession finalement pour structurer une offre de prestations à une échelle élargie? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, vous me tendez une perche. Parce que, d'abord, il y a eu, je répète, une coopérative de commissaires de justice. Et puis, la deuxième chose, c'est que, vous voyez, moi, j'aime évangéliser les foules. C'est-à-dire que j'ai été recruté pour ça et je le fais spontanément, naturellement. Je pourrais même le faire gratuitement. Je ne le dirai pas devant ceux qui me payent, mais je pourrais le faire juste comme ça, par passion et conviction. C'est-à-dire que je considère, parce que pour le moment, rien ne m'a prouvé le contraire, qu'aucun secteur d'activité, aucune profession, fût-elle réglementée, résiste en fait à la qualité du modèle qui est le nôtre. Au contraire, moi je crois que notre modèle est un outil de performance améliorée pour toutes les professions, quelle qu'elle soit. Le fait qu'on soit sur, aujourd'hui en France, 32, 33, 34 secteurs d'activité couverts par ce modèle, avec des leaders dans à peu près tous les secteurs d'activité, le fait que ce modèle économique soit le plus présent dans le monde entier, et qu'il soit le seul à être reconnu par l'Organisation des Nations Unies, qui a proclamé 2025 année internationale des coopératives, comme étant le modèle le plus robuste, le plus résilient, le plus performant pour produire de la richesse partagée et répondre aux objectifs de développement durable, montre bien, et j'espère que je vous ai un peu convaincu au moins, que ce modèle est appétant à toutes les professions. Merci beaucoup, merci. Et du coup, on vous attend, les bras ouverts. Je crois que le message est bien passé. Merci Olivier Uratia. Pascal Labru, vous êtes le président d'Introm. C'est un acteur majeur du recouvrement de créances qui est bien connu de la profession, pour laquelle vous représentez un partenaire institutionnel traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise, ses besoins, ses contraintes, ainsi que finalement plus largement l'état du marché de recouvrement de créances? Bonjour, merci pour votre question. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre invitation. C'est une première pour moi et c'est très agréable de rencontrer les professionnels. On est exactement sur le même marché. Je crois que je suis assez d'accord avec Maître Simon Lambert. On n'est en aucun cas en opposition. On est partenaires et on fait globalement le même métier à différentes échelles.
Intrum, c'est un groupe suédois, comme son nom l'indique absolument pas. On a plus de 100 ans. On est à peu près 10 000 personnes en Europe. En France, on est un peu moins. On est 500 personnes. Et on a aujourd'hui, en gros, 2,5 millions de dossiers par an qui nous sont transmis par nos clients. Alors, par rapport à nos besoins, je suis désolé, très classique. On travaille aujourd'hui avec les commissaires de justice, essentiellement, pour une performance d'encaissement. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. Nos clients font appel à nous parce qu'ils ont des besoins d'encaissement. Et lorsque nous, en fin de procédure amiable, on a besoin de poursuivre le traitement d'une créance, on fait appel au commissaire de justice pour récupérer l'argent qui est dû. Alors, c'est facile à dire. Ce que je constate au fil des années, c'est que récupérer n'est plus suffisant. On veut aussi récupérer en respectant au maximum le traitement du dossier, la qualité de l'information. Nos clients ont une exigence de mise à niveau de l'information au quotidien. Qu'est-ce que vous avez fait sur mon dossier? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Et quelque part, on est obligé de vous transmettre cette demande de nos clients. Et troisièmement, on a besoin d'une qualité de traitement dans le traitement du débiteur. C'est aujourd'hui une évolution réglementaire, mais c'est surtout une évolution des grands donneurs d'ordre, des grands facturiers qui ont des services de compliance, qui ont des obligations. Et je peux vous assurer que nous, au quotidien, chez Intrum, la compliance, on a 12 personnes. On a créé un département qui s'appelle Intrum Care, qui gère tous les débiteurs à difficultés fortes, parce qu'on n'a plus le droit de les traiter dans le traitement normal. J'ai eu la chance à un moment de gérer l'Angleterre. En Angleterre, avant de commencer à demander de l'argent à quelqu'un, vous devez lui demander sa solvabilité. Si la personne vous dit « j'ai pas d'argent », vous n'avez pas le droit de faire du recouvrement. Je ne sais pas si on va en arriver là, mais en tout cas aujourd'hui, on a des exigences très fortes et on est obligé de vous les transmettre. Ensuite, vous m'avez demandé quelles sont nos contraintes. Oui, par exemple. Alors, je crois qu'ici, on est tous quelque part chefs d'entreprise. Je crois que ce matin, vous avez reçu notre ancien Premier ministre. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, ma principale contrainte, c'est le manque de visibilité que j'ai. Le manque de visibilité par rapport à un environnement économique, et je ne parle même pas de l'environnement de guerre qu'on est en train de propager, un manque de visibilité sur les orientations politiques, et c'est super compliqué aujourd'hui de savoir où on va, et donc un impact majeur sur nos entreprises en termes de fragilité, en termes d'investissement et surtout en termes de pression qu'on va avoir sur le cash. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le monde du recouvrement, ça fait quelques années que je travaille dans ce secteur, on dit toujours qu'en période de crise, on est super content. On a un maximum de dossiers, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers, mais on a aussi beaucoup plus de pression de la part de nos donneurs d'ordre, parce qu'ils ont un besoin de cash et ils ont besoin d'une vitesse d'encaissement. Et en parallèle, on a affaire à des débiteurs qui connaissent des situations de plus en plus compliquées, une précarité. Vous avez vu que les défaillances d'entreprises ont battu un record cette année. Malheureusement, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et donc, cette précarisation du débiteur est contradictoire avec les besoins de cash de nos clients. Donc on doit être capable de s'adapter, vous devez être capable de vous adapter, et on a besoin de travailler ensemble, parce que comme vous le disiez, on ne fait pas un métier facile, mais on fait un métier qui est, à mon avis, remarquable, parce que la plupart des gens qui sont dans ce métier ont des vraies valeurs. Et c'est parce qu'on a une force collective qu'on arrive à remporter les challenges que nous confient nos clients. Et puis vous me demandez quel est le principal défi auquel on est confronté. Et là, je vais parler pour une société de recouvrement avec des volumes suffisamment importants. Je vais peut-être aller à l'encontre de ce que vous avez entendu. Tout le monde parle de l'IA, tout le monde parle de la digitalisation, tout le monde parle des nouveaux moyens technologiques. Oui, c'est très très bien. Ça nous aide beaucoup. Par contre, on est en train de faire une erreur grossière, à mon avis. Et en tout cas, je peux vous assurer que j'y veille tous les jours chez Intrum. C'est que la digitalisation et les nouvelles technologies doivent être au service de l'humain. Et surtout pas l'inverse. Et si demain vous pensez que parce que vous avez l'IA, parce que vous avez les nouvelles technologies de moyens de paiement, vous n'avez plus besoin de vos collaborateurs et la qualité du personnel, je pense que vous avez tort. En tout cas, on est bien placé chez Intrum, on a racheté une société qui fait que de l'IA, et je peux vous assurer que l'IA seule ne fait rien du tout. On a des performances catastrophiques. En revanche,
l'IA au service de nos agents de recouvrement, là on peut avoir une bonne combinaison. Et donc je pense que c'est le principal défi de nos sociétés. Voilà, donc le marché du recouvrement, je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Il change, il est dans une pression réglementaire forte, mais je suis persuadé qu'on a encore les moyens, grâce à la qualité de nos équipes, de faire la différence, que ce soit les sociétés de recouvrement ou les commissaires de justice. Alors justement, pourquoi et comment aujourd'hui vous avez recours aux commissaires de justice? Quelle est leur plus-value alors que vous faites vous-même du recouvrement amiable? Bon, c'est une excellente question. Je vous remercie. On intervient essentiellement à deux niveaux. On intervient d'abord en phase amiable. Donc là, on travaille avec un nombre limité d'études. L'idée, c'est, si vous voulez, de changer d'interlocuteur. L'idée, c'est également en phase amiable de poursuivre la négociation avec le débiteur. On se rend compte que sur certains dossiers, parce qu'on change d'interlocuteur, parce qu'on travaille avec des commissaires de justice, parce qu'ils ont une approche différente de celle qu'on a pu avoir, on a des performances d'encaissement. Ça, c'est le premier niveau, ça marche très bien. Et ça nous permet, si vous voulez, d'éviter d'engranger des coûts supplémentaires, en particulier pour des petits montants. Le deuxième domaine sur lequel on intervient avec vous, là, je ne vais pas être original, c'est le judiciaire et c'est donc essentiellement l'exécution. Aujourd'hui, nos attentes par rapport à l'exécution, elles sont très très simples. On a besoin d'une capacité à traiter rapidement nos dossiers. On a besoin d'être informé en temps et en heure de ce qui se passe sur les dossiers. Alors on a progressé. La DEC nous aide énormément dans la gestion des flux. Mais on a encore besoin d'avoir des échanges avec vos études pour comprendre où on en est. Et puis bien entendu, on a besoin d'une adéquation entre les coûts et la performance d'encaissement. Et un bilan de solvabilité complet est indispensable. Et moi aujourd'hui, j'ai besoin, lorsque je m'engage vis-à-vis d'un client, de lui dire « Ok, je vous ai encaissé 100 et ça vous a coûté 15. » Je ne peux pas lui dire « On a encaissé 100 et ça vous a coûté 150. » C'est impossible et je pense que tout le monde le comprend. Voilà, nos attentes, vous voulez que je poursuive ou... Non, parce que vous avez... Est-ce que, par exemple... C'était vachement intéressant ce que j'allais vous dire. Complètement. Mais est-ce que vous aviez aussi identifié des difficultés avec la profession, puisque le but, c'est toujours de s'améliorer? Quels axes d'amélioration pourraient être esquissés? Alors, il y a un sujet, vous en avez parlé un petit peu sur les tarifs. Moi, aujourd'hui, ma principale difficulté avec les commissaires de justice, c'est la complexité de vos tarifs. Et aujourd'hui, on rêverait, en tant que donneur d'ordre dans le recouvrement, d'un forfait à l'exécution. Si demain, vous êtes capable de nous développer un forfait à l'exécution où on explique pour un montant donné, voilà combien ça va nous coûter. Si on explique que vous n'allez pas avoir 5 actes pour une saisie, mais 2 actes uniquement, et ça va vous coûter tant, c'est le paradis. La difficulté, vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'on passe avec nos clients, parce qu'ils décortiquent toutes les factures qu'on leur transmet. On leur expliquait que sur le même dossier, entre 2 études, on a une fois payé 200 et une fois payé 500. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui serait une amélioration pour nous. Le deuxième sujet qui est important, nous, on fait de l'action judiciaire pour l'exécution. J'ai certaines études qui privilégient les constats, qui privilégient cette activité-là, qui n'est pas du tout dans notre domaine d'intervention. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment que l'exécution terrain est plus compliquée, peut-être moins facile à faire, et que certaines études, et je ne dis pas que c'est la majorité, privilégient l'activité de constat. Et donc, c'est à nous aussi de rappeler qu'on a des objectifs d'encaissement et que ce n'est pas forcément compatible avec notre activité. De la même façon, mais ça, je suis désolé, j'enfonce une porte ouverte, la qualité des actes. On a parfois des actes qui sont purement administratifs, qui ne nous servent à rien. Nous, on nous demande des actes pour faire encaisser. Donc là, je suis désolé, je suis d'une banalité exceptionnelle. Mais c'est la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à trouver un forfait qui nous permet d'optimiser les coûts pour vous, pour nos clients, et donc d'encaisser, on serait meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Labrousse. Je voudrais juste rajouter une chose, si vous me permettez. Allez-y. Je voulais juste revenir sur un sujet sur lequel on a pas mal travaillé chez Intrum avec les commissaires de justice, c'est sur le maillage. Je travaille dans un groupe européen et vous avez des pays qui travaillent avec 4
études à travers l'ensemble de leur pays. Moi, j'ai dû expliquer que je travaillais aujourd'hui avec 180 études. Donc, le responsable des opérations du groupe, il m'a fait un très beau tableau, il m'a expliqué, tu peux faire la même chose avec 10, donc tu vas réduire à 10. Donc, je lui ai dit, hors de question. Donc, il a fallu que je lui explique pourquoi je n'allais pas le faire. Et aujourd'hui, je suis un fervent partisan du maillage, parce que je pense que, parce que vous êtes présent localement, parce que vous connaissez votre tissu économique, parce que vous connaissez les débiteurs, vous êtes plus performant. Et ça, il faut qu'on arrive à le défendre, parce que c'est une exception française par rapport à beaucoup de pays européens. Et moi, j'en ai besoin. Alors, il y a une seule réserve. C'est lorsque j'ai 3 dossiers au fin fond de l'Aveyron. Je suis désolé, je ne sais pas s'il y a des commissaires de justice de l'Aveyron, mais là, je ne peux pas l'animer. Mais en général, nous, on va privilégier la présence locale. Et il faut que vous arriviez à préserver ça. Je sais qu'il y a une tendance à avoir de plus en plus d'études nationales. C'est très bien pour une partie de notre activité, mais pour l'exécution, on a besoin de commissaires de justice présents localement. Voilà, excusez-moi, je voulais le rajouter, parce que c'est vraiment une attente importante pour nous. Le maillage et la tarification. Merci beaucoup, Pascal Labrouille. Pour nous rejoindre. Vous continuez d'évangéliser. On arrête la prêche. Le système coopératif, on n'est pas fan, mais excusez-moi. Mais... C'est un autre débat, on fera une table ronde, c'est promis. Soumia Malinbaum, bonjour. Vous avez été la présidente de la CCI de Paris, dont vous assurez aujourd'hui la première vice-présidence. C'est 380 000 entreprises, 65 000 commerces que vous accompagnez. Vous dites souvent d'ailleurs que vous incarnez le dernier kilomètre des entrepreneurs. Alors, puisque nous sommes là pour décloisonner, construire, on va commencer tout de suite. Le commissaire de justice est-il présent dans votre écosystème ? Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Alors, les chambres de commerce, peut-être rapidement. Donc, nous sommes 122 chambres en France. On est à la fois le dernier kilomètre, mais nous sommes aussi le premier kilomètre de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité. Et effectivement, je pense qu'on est à un momentum là, en cette période, pour toutes les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire des sujets de disruption digitale. Moi, je suis dans le secteur de la data, donc je le vois très bien. Des sujets sociétaux, des sujets, bien sûr, de géopolitique, où il est temps de se rassembler et de pouvoir vraiment collaborer ensemble. Et depuis le début de mon mandat, lorsque j'étais présidente, puisque j'en suis partie en juillet, on a très très vite été dans une démarche qu'on appelle aller vers toutes ces institutions, tous ces organismes, et on est nombreux en France, et c'est l'héritage de nos institutions, à faire des choses, chacun avec un objectif. Mais finalement, le dernier kilomètre, effectivement, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est un acteur vivant. Et nous, on les rencontre tous les jours. C'est notre quotidien. Et nous-mêmes, on s'est remis en cause dans cette démarche d'aller vers, parce que quand on est arrivé, on s'est dit, beaucoup d'entreprises ont dit, mais à quoi sert la chambre de commerce ? Donc c'est toujours la question de se dire, finalement, quel est l'impact réel que nous pouvons avoir aujourd'hui vis-à-vis d'un créateur de richesse et un créateur d'emploi, quelle que soit sa situation. Et on sait qu'aujourd'hui, la situation des créateurs de richesse, des créateurs d'emploi, les PME, les TPE, 99% du tissu économique français, est en souffrance. Est en souffrance parce que notre pays économiquement décroche, parce qu'on est dans une désindustrialisation, parce que toutes les raisons qu'on voit, qu'on lit chaque jour dans la presse. Et c'est une réalité. L'augmentation des procédures collectives et l'augmentation des dépôts de bilan, 900 000 entreprises qui vont être assédées d'ici 2030. Donc nous, on vit ça au quotidien. Et effectivement, pour répondre à votre question, est-ce que les commissaires de justice, on les connaît ? Bien sûr, enfin, on connaît le paysage, mais il n'y a jamais eu de démarche d'aller vers dans un sens ou dans un autre, parce qu'en fait, ils arrivent à un moment où on considère, enfin je considère que c'est trop tard. Donc tout le travail va être justement d'être très en amont, très très en amont, et on le fait déjà avec beaucoup d'institutions. Un exemple, la Banque de France, dès mon arrivée, j'ai signé un partenariat
pour qu'ils puissent venir échanger, avoir un vrai visage. Parce que moi, j'ai été dirigeante, je savais à quel point la notation banque de prêt à l'époque était quelque chose, un coup près. Et donc, dédiaboliser, rendre finalement humain, tout simplement humain, quel que soit le terme, quel que soit le mot, qui peut être un mot d'une violence quand on est entrepreneur et qu'on entend ici, enfin tous ces mots qui sont chargés, c'est qu'à un moment donné, les humains viennent et soient dans un échange et un dialogue. Et c'est en fait ce qu'on souhaite aujourd'hui avec bien sûr les commissaires de justice, c'est d'être là plus en amont, comme on le fait aussi avec tous les acteurs, que ce soit les juges, les présidents de tribunaux de commerce, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, les entreprises sont en souffrance. On appelle de nos voeux, bien sûr, à une simplification sur tous les aspects administratifs. Et lorsque l'entreprise rentre dans ce tunnel de difficultés, que ce soit de paiement, quelle que soit la difficulté, ils sont confrontés, il faut qu'à un moment donné, cet entrepreneur ait conscience qu'il peut rapidement, sans avoir peur ou sans se dire mais je dois passer par un intermédiaire, pouvoir tout de suite accéder à un sachant qui va tout à fait simplement, sans intermédiation, sans complication, sans formalisme. C'est ce qu'on fait aussi à la Chambre. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand on est arrivé, il y avait un délai de réponse à nos ressortissants, parce qu'on appelle ça les ressortissants, les entreprises, qui était de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Comme nous sommes très challengés, vous le savez, puisqu'on est un corps intermédiaire et on nous prend cette taxe pour frais de change qui est prélevée par les entreprises aujourd'hui, elle remonte et elle est réinjectée auprès des chambres. Nous, aujourd'hui, on est à la recherche de financement propre et c'est à raison, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, l'impôt de production, elles sont trop imposées. Donc, c'est le sens de l'histoire pour les entreprises. Eh bien, ce service qu'on rendait, il n'était pas efficient, pas suffisamment efficient. Parce que quand un ressortissant nous appelle et qu'il a un problème, il faut qu'on puisse lui répondre dans les 48 heures. Et en fait, la culture des chambres de commerce, mais bon, voilà, on s'est beaucoup amélioré, c'était une certaine inertie. Enfin, le statut, je dirais, étendu ou qui ruisselle, qui est le statut je vais pas dire du fonctionnaire, mais enfin quelque chose qui est un peu insidieux, vous voyez, un peu pernicieux, qui fait que il faut être en réaction et répondre immédiatement à son client, puisqu'aujourd'hui, on ne les appelle plus les entreprises, ce sont des clients. Il faut être dans une relation quelque part de service rendu à une entreprise où on doit être dans la réponse la plus rapide. Et cette conduite du changement qu'on a amorcée, parce que nous étions en difficulté, aujourd'hui, elle est bienvenue. On sait qu'aujourd'hui, on est mieux reconnu. L'impact est plus visible. On a des indicateurs avec des KPI et autres. Mais ça, c'est pour expliquer comment on a amorcé, nous, notre changement, notre mue. Et je pense que du côté de ces différentes institutions, dont les commissaires de justice, c'est aussi cette démarche d'aller vers et de venir, de travailler ensemble et de pouvoir beaucoup autour de la pédagogie, beaucoup autour d'ateliers, beaucoup autour de la sensibilisation, venir tout à fait simplement, parfois aussi avoir une approche simple aussi dans le discours. Ce que vous nous dites, c'est qu'on peut combler en fait cette forme de non-recours qui existe pour le moment au commissaire de justice, il faut le dire, par ce fameux aller vers. Il faut que les commissaires de justice se rapprochent des entreprises, aillent vers les entreprises. Bien sûr, mais je pense que là aussi, ça fait partie du sens de l'histoire et finalement d'une certaine, j'ai envie de dire, survie à moyen ou long terme de l'ensemble de nos institutions. Elles doivent se réinventer en ayant à se questionner sur qui est finalement l'acteur le plus important. C'est un acteur économique, c'est un acteur qui doit aussi travailler, qui a besoin de se développer. Et voilà, on a beaucoup parlé des start-up, on a beaucoup parlé des grandes entreprises. Entre les deux, ce ventre mou,
ce sont toutes nos petites PME, nos artisans, nos commerçants, 65 000 à Paris. Et donc, il faut être tourné vers ces acteurs, les accompagner, les aider. Et c'est effectivement le sens de cette démarche et la réponse positive que j'ai eue à votre invitation, qui est de dire commençons ensemble, comme on le fait aujourd'hui avec d'autres partenaires, pour être plus dans la prévention que dans la répression, plus d'être dans la dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, et je pense que ce sera très bien et très positif dans une approche justement aussi sociétale et aussi économique de survie de notre tissu économique. Merci beaucoup Soumya Malinbaum. Morgane Boucher, vous êtes administratrice de l'Association française des juristes d'entreprise, mais aussi directrice juridique en charge de l'excellence opérationnelle dans une grande entreprise du CAC 40. Bonjour à vous. Vous êtes donc ainsi à la fois comme entreprise prescripteur à destination des commissaires et justiciable, donc destinateur d'actes signifiés par les commissaires de justice. Qu'est-ce que vous nous dites de la qualité de vos échanges avec la profession ? Merci beaucoup pour votre invitation. La FJE est ravie de pouvoir porter aujourd'hui la voix des juristes et des directions juridiques. Alors, en entretien avec les commissaires de justice qui viennent nous signifier des actes, un rapport assez mitigé, je dirais, pour les entreprises que je représente. Pourquoi ? Parce que on a parfois du mal à avoir, j'allais dire, une voix unique, centrale, quand on reçoit 20, 30, 40 actes par jour. C'est le cas dans beaucoup d'entreprises qui sont juste derrière à la Défense, et c'est pour vous, j'imagine, des process que vous ignorez, qui contraignent beaucoup l'entreprise lorsqu'on a une forte activité contentieuse. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des process, évidemment, mais ça veut dire des accès, des habilitations, monter au 15e, monter au 17e, au courrier. Et c'est tout un balai qui s'organise derrière quand on reçoit des significations. Et c'est vrai que parfois, on a un peu du mal à avoir un interlocuteur unique dans les études. Et je vous passe le balai des collaborateurs qui parcourent les études d'Île-de-France pour aller récupérer des actes quand on nous refuse parfois la transmission par des voies électroniques. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Elle ne doit pas être sous-estimée pour les entreprises qui ont une forte activité contentieuse. Mais ça me permet d'arriver à une solution qui pourrait être, j'allais dire, bénéfique pour tous, qui est la voie de la dématérialisation. Et il me semble que ce serait une grande avancée si aujourd'hui on pouvait aller vers une dématérialisation des significations. Pourquoi ? Moi, je suis dans une entreprise qui a 9000 contentieux en stock devant diverses juridictions. Donc, c'est beaucoup de significations d'actes, vous l'imaginez. Et lorsque je dois manipuler du papier, c'est quand les commissaires de justice interviennent. C'est-à-dire que tout le long de la procédure judiciaire, le ministère de la Justice a réussi à avoir des procédures dématérialisées. Télérecours existe pour les procédures administratives. La Poste a réussi dans une certaine mesure à dématérialiser. Et à chaque fois que la manipulation papier intervient pour nous en entreprise, c'est lorsque vous intervenez. Donc moi, mon rêve, ce serait d'avoir une dématérialisation totale des procédures qui faciliterait grandement le travail des entreprises. Alors, pour rebondir sur cette question de la signification dématérialisée de son potentiel pour les entreprises, est-ce que vous êtes satisfaite cette fois comme cliente des commissaires de justice ? Et quels sont vos besoins spécifiques, notamment en matière de recouvrement ? Est-ce qu'il faut aller plus loin sur l'enquête de solvabilité ? Alors on est ravis de travailler avec les commissaires de justice comme clients. Moi j'ai une casquette d'ancienne avocate, donc j'ai pu travailler en étroite collaboration avec des commissaires de justice pour mettre en place des procédures créatives, audacieuses sur un certain nombre de sujets. Je connais un certain nombre de vos missions grâce justement à cette ancienne casquette avocat sur des articles 145, sur des saisies, sur des constats. Mais en tant que directrice juridique aujourd'hui, j'ai peu accès à l'information de, j'allais dire, la palette de vos savoirs et de vos compétences et de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Et c'est valable aussi pour la partie recouvrement qui, je crois, ça l'a été dit, est un vrai enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Et j'allais dire notamment en cette fin d'année pour ce qu'on appelle chez nous les atterrissages comptables. Et il y a un vrai enjeu de communication et d'information, j'allais dire, de toute l'efficacité qu'un commissaire de justice peut apporter dans le traitement du recouvrement, c'est certain, mais dans tout un tas de choses, d'autres choses, de charge de la preuve et d'autres missions qui vous incombent.
Alors Morgane Boucher, vous êtes devant plusieurs centaines de commissaires de justice, c'est l'occasion. Beaucoup d'entre eux sont certainement en train de se dire qu'ils souhaiteraient aller localement vers davantage d'entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ? Alors déjà, ce genre d'événements, j'allais dire pas transpartisans, mais interpro, sont déjà des bons moyens de pouvoir discuter ensemble et de pouvoir échanger sur les besoins des uns et des autres. Mais moi, en tant que directrice juridique, je crois que je reçois une dizaine de mails par jour de cabinets d'avocats, de cabinets de forensique et d'autres, j'allais dire, partenaires, prestataires, qui m'invitent à des formations, qui m'invitent à connaître l'étendue de leurs compétences, de leur savoir, qui invite à partager un certain nombre de moments comme celui-ci d'ailleurs, de moments d'échange. Et je crois que l'entreprise a beaucoup à gagner à connaître ce que font les commissaires de justice, comme les commissaires de justice ont beaucoup à gagner à connaître leurs clients, ce que nous sommes nous aussi, et qu'on puisse, j'allais dire, échanger sur des intérêts communs. Merci beaucoup Morgane Boucher. Christophe Bouveau, vous êtes vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie. Vous êtes aussi président de l'Association nationale des JCP. Vous êtes praticien des contentieux aujourd'hui dans la cible des politiques de l'amiable et des projets de réforme. Alors, tout comme les commissaires de justice qui sont eux aussi des acteurs de la justice de proximité, on constate dans tous les cas que la notion de proximité elle-même, elle évolue. Comment vous voyez la relation entre les JCP et les commissaires de justice, en sachant que, je crois, vous ne revendiquez pas le terme de prescripteur? Alors, non seulement je ne le revendique pas, mais en plus de ça, je le rejette. Bonjour à tous et merci. Alors, à la suite de ma voisine, moi, j'apprécie ce moment transprofessionnel. Et puis, c'est un moment où, sans anticiper sur les différents points qu'on va devoir évoquer, c'est un moment où, en définitive, on fait un pas l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que je rejette cette appellation de prescripteur. Nous sommes les intervenants d'une même chaîne. Et à ma connaissance, vous êtes ceux par lesquels le contentieux arrive à moi, et vous serez ceux par qui il sera exécuté. Enfin, ma décision sera exécutée. En ça, je n'ai pas vraiment le sentiment de n'être ni votre prescripteur, ni votre exécuteur. Donc voilà, c'est pour ça que je le rejette. Sur la proximité, si c'est le sens de votre question, écoutez, moi c'est marqué sur la façade de mon tribunal, que je suis un tribunal de proximité. Mais je crois que ce n'est pas qu'une affaire de mots. Et tout à l'heure, l'un des intervenants a dit qu'il y avait des mots qui étaient chargés. Alors le mot huissier est un mot chargé. Le mot tribunal aussi, d'une certaine manière, est chargé. Le mot juge est chargé aussi. Peut-être que notre travail à tous, à vous comme à moi, c'est qu'à notre échelle, c'est de démythifier tout ça. Le droit, c'est certainement quelque chose de chargé. Le contentieux est quelque chose de chargé. Pour autant, il y a peut-être la possibilité de le rendre accessible à chacun et d'en faire quelque chose qui n'est pas forcément un événement en soi. Voilà. Est-ce que vous voyez une potentielle évolution de la place du commissaire de justice pour alléger les juridictions dans certains contentieux sériels ou pour prévenir, par exemple, les expulsions locatives ? Bon, alors, les quelques-uns dans la salle qui me connaissent savent ma réputation de poil à gratter, et je suis très content parce que je me sens moins seul, après avoir entendu Maître Lambert tout à l'heure. Gardez-vous, s'il vous plaît, de vouloir absolument devenir des pâtissiers zingueurs du droit. Je pense, si on regarde l'évolution législative ces dernières années, la loi dite Kasbarian de juillet 2023 a élargi vos attributions en matière d'occupation illicite, se faire de ma part. Avril 2024, il y a eu le recouvrement des charges de copropriété. Auparavant, il y avait eu les médiations. Auparavant, il y avait eu le recouvrement des petites créances. Ben oui. Alors c'est amusant parce que moi, le recouvrement des petites créances, je ne le vois pas. La médiation, il aura fallu que je prépare mon intervention pour savoir que vous aviez ce champ-là aussi. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, n'y allez pas, cessez de vous élargir, venez pas bouffer dans ma gamelle, ce n'est pas du tout le sens de mon propos. C'est qu'à un moment, si nous voulons tous démythifier les images de chacun, il faut que l'image, elle soit lisible. Et que chacun fasse déjà sa part du job, et je pense qu'ensemble, on fera le job. Voilà. Alors, pour reprendre la dernière expression, que chacun fasse sa part du job et ensemble on fera le job, est-ce que vous voyez des leviers
sur lesquels la profession pourrait s'appuyer avec vous pour améliorer le service rendu aux justiciables? Eh bien déjà, comme je l'ai dit, en démythifiant les images. À l'audience, je passe du temps à faire de vous autre chose que le grand Satan que chacun veut bien se représenter. Un huissier, c'est celui qui vient devant votre porte pour changer les serrures, si possible quand vous n'êtes pas là, et le soir vous rentrerez, vos affaires seront sur le trottoir. Les gens biberonnés de séries américaines, hein. Une expulsion, c'est ça dans leur esprit. Bon ben voilà, à l'audience, il faut peut-être prendre le temps de ça. Peut-être que l'inverse est tout aussi vrai. Peut-être les commissaires de justice gagneriez-vous à dire ce que c'est que réellement l'activité d'un juge. Alors peut-être que parmi les leviers, ce genre de moment, et je sais en avoir vécu un il y a quelques mois avec vous autour de la question des contrôles des comptes de gestion, le dialogue entre nos professions est quelque chose d'important, et je pense le dialogue en amont. Je m'en explique très rapidement. Lorsque j'étais à l'École nationale de la magistrature, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais émis l'idée qu'à un moment, parmi l'avalanche de stages qu'il nous faut faire en immersion, qu'on avait passé une petite semaine avec un commissaire de justice. Bon, à l'époque, ça s'appelait des huissiers. Alors maintenant, ça se fait. Ça se fait sur la base du volontariat. Hein. Pardonnez-moi de vous le dire, mais ça n'est pas un stage obligatoire. Et il faut pratiquer le contentieux de l'exécution pour comprendre combien ça peut être intéressant aussi d'aller avec vous le matin à 6du. Alors ça, c'est une discussion que j'ai eue avec certains qui sont dans la salle ici, à qui je reprochais, à l'époque où j'avais encore un droit de regard sur les voies d'exécution au moment de la saisie des rémunérations. Allez, petit moment technique de l'après-midi pour ceux qui n'auront pas trop abusé sur le buffet. La saisie administrative. La saisie administrative, elle n'est possible que pour autant que la saisie-appréhension ne soit pas possible. Ça, c'est pas moi, c'est les textes qui le disent. Lorsque j'ai sabré ce genre de frais, un de vos confrères, qui se reconnaîtra dans la salle, est venu me voir, en me disant, mais monsieur Bouveau, la semaine prochaine, rendez-vous, 6h du matin, nous irons ensemble poser un sabot à Champigny-sur-Marne, en bas d'une cité, et vous verrez combien c'est commode. À partir de ce moment-là, dès l'instant que l'on sait ce qu'est la réalité, peut-être que le regard sur l'application du droit peut changer un peu aussi. Je ne vous dis pas que je prendrai des positions illégales, mais peut-être que la rigueur peut céder parfois devant la praticité, le pragmatisme. En ça, les commissaires de justice de mon ressort ont mon numéro de téléphone. Il nous arrive parfois d'en échanger. Dans mes passages antérieurs, je me rappelle avoir confié, peut-être est-il dans la salle et il se reconnaîtra, l'enlèvement de quelques tonnes de carcasses de chats abandonnées dans une maison. Bon ben voilà, avant de faire ça, un petit coup de fil, c'est sympa aussi. Le dialogue, il est là aussi. Enfin, moi, ma porte est ouverte, elle est ouverte au commissaire de justice. J'ose espérer que la vôtre l'est tout autant. Merci beaucoup Christophe Bouveau. Merci à vous 6 d'être venus porter cette table ronde.